Chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir une vraie rareté. Vous vous dites, mais je connais cette voiture. C'est une Rover 75 en version break. Eh bien, pas du tout. Et c'est le petit observateur Nicolas qui va nous la raconter. Ça va, Nicolas? Ça va, bonjour Renaud. Alors, tu connais la tradition. Avant de nous en dire plus, d'abord donne-nous le nom quand même, parce que avant de nous donner le détail. De la voiture, donc MG ZTT 260. ZTT. ZTT, ZT tout court, et le deuxième T étant l'acronyme de Tourer, c'est-à-dire la carrosserie break. Voilà. Et 260. Et 260 parce que 260 chevaux sous le capot. Voilà. Waouh. Alors, elle est très rare. Hein. Elle est très rare. Quel est le petit détail qui t'enchante sur cette voiture? Le petit détail, c'est, et on va le montrer tant qu'à faire, c'est le poney Mustang sur le collecteur d'admission. Attends, tu vas un peu vite. Le poney, le cheval. Le cheval. Sur le moteur. Sur le moteur. Mais encore. Le moteur qui est sous ce capot, c'est tout simplement le bloc V8 de la Ford Mustang de l'époque, à l'identique. Et le poney était là comme ça. Et le poney était là, ça n'a pas été rajouté par moi, c'est sorti d'usine comme ça. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que cette pure anglaise, on va dire, enfin anglaise BMW, on va revenir sur l'histoire, ils ne se sont pas embêtés, ils ont pris un moteur américain. Complètement. Et ils l'ont mis dedans. Et ils l'ont mis dedans. Alors ils ont dû quand même faire pas mal d'adaptations, mais ils ont pris le moteur, ils l'ont logé là-dedans. Voilà. D'accord. Deux mots quand même sur le modèle pour que les gens, on va revenir sur les adaptations, mais pour ceux qui ne sauraient pas, à la fin des années 80, voilà, BMW rachète Rover et ils sortent la 75. Alors, en deux mots, viens, on tourne autour. Ils sortent. Alors BMW rachète le groupe Rover en 94. La Rover 75 est commercialisée en 99. Et puis l'année d'après, BMW jette l'éponge, démantèle le groupe Rover, vend Land Rover à Ford, garde Mini pour lui, et laisse à un groupe d'investisseurs britanniques le soin de faire ce qu'ils veulent avec Rover et MG. Et donc cette voiture, principalement, là elle est en break, mais cette berline qui se voulait... Cette berline a été du coup commercialisée en 2001 par donc, ce qui s'appelait maintenant le groupe MG Rover à cette époque-là. Viens avec moi. Et c'est une version, on va dire, sportive de la Rover 75 qui a donc existé à la fois en version berline, donc MG ZT, et version break ZTT. Deux mots juste pour que les gens comprennent aussi. À l'époque, c'était rare, tu vas allumer les phares, mais d'avoir un intérieur presque Jag. Je me permets d'allumer pour qu'on voit le je ne sais pas où c'est. Alors, tu veux voir Viens, mets-toi. Voilà, non, mais ça c'était comme ça, c'était bleu comme ça? Sur les MG, oui, absolument. Et sur les Rover, c'est un éclairage couleur orange qui est beaucoup plus discret, on va dire. Mais chez MG, effectivement, ils avaient fait un éclairage bleu. Après l'habillage intérieur... ça avait de la gueule, Alors tu m'as dit les dernières, c'est plus du vrai bois. Moi j'ai appris ça en off, j'avais envie de pleurer. Les premières Rover 75, quand BMW était encore là notamment, c'était du vrai bois, ça fait aucun doute. Mais là, c'est du plastique. Celle-là, c'est de la ronce de plastique. Oui, parce que là aussi, pour que les gens comprennent, cette MG Rover, tu me dis que c'est la fin déjà, c'est les dernières qui font. Oui, et voilà, c'est presque le chant du cygne, c'est un coup de panache, on dit... On a l'impression, en fait, avec cette voiture, qu'ils se sont dit à un moment, en prenant le thé à 5 heures, bon les gars, vous savez quoi? On va couler, on n'a plus de fric, mais si on doit couler, on va le faire avec panache. Et on va montrer notamment à ces Allemands qui nous ont lâchés en pleine campagne qu'on est capable d'aller les titiller sur leur terrain. Ils voulaient au départ faire de cette voiture une concurrente de la BMW M5. Alors, sachant quand même qu'avec 260 chevaux seulement, c'est difficile d'aller sur ce terrain-là. Mais ils voulaient faire une version à compresseur. Ils travaillaient dessus, elle devait faire 385 chevaux. Ils n'ont pas eu le temps de la commercialiser avant de couler, mais il devait donc y avoir une version encore plus puissante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a eu comme modification? Là, je vois les sorties. Alors, de l'extérieur, on a effectivement 4 sorties d'échappement, ce qui est le signe distinctif des V8. En dehors de ça, à l'extérieur, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de kit carrosserie, c'est très discret. Les jantes, non? Les jantes, même pas, parce que les jantes, ce modèle-là existait aussi sur les versions 4 et 6 cylindres, potentiellement. Donc ça reste quand même très discret. Par contre, au niveau châssis, tout a changé, ou presque.
Alors développe, tu m'as dit, ouais, c'est passé de traction en propulsion. La 75, la Rover 75 au départ, a quand même été conçue comme étant une traction avant, à moteur transversal, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on est sur une propulsion à moteur longitudinal, donc. Et honnêtement, le châssis au départ n'avait pas été conçu pour de la propulsion. Il y a un tunnel central, mais il n'avait jamais été conçu pour loger un arbre de transmission, c'était uniquement pour de la rigidité. Donc ils ont dû l'élargir, et la console centrale est élargie par rapport aux autres modèles. Ils ont complètement redessiné la suspension arrière, qui est complètement différente, au niveau des bras, au niveau de tout. Ils ont logé un différentiel, évidemment. Du coup, ils ont condamné le puits de la roue de secours, dans lequel ils ont relogé la batterie, qui n'est plus dans la baie moteur, mais qui est dans le coffre. Ils ont dû redessiner complètement tout ce qui est chauffage et climatisation, parce que l'unité d'origine était trop volumineuse. Le budget de développement de cette bagnole, ça a été 10 millions de livres. C'est rien. Ils ont fait appel à ProDrive, au départ, pour la développer. Et puis, ils ont eu des conflits avec ProDrive. Ils ont repris le développement en interne ensuite, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a mis un certain temps à être commercialisée. Mais au final, il n'y a extérieurement pas vraiment de signe distinctif, mais par contre, les organes sont quand même très très différents. Wow. Voilà. Et ça a été un succès ou pas? Non. C'était une folie, hein, tu en parles très bien. C'était une folie. On était à une époque où le groupe MG Rover, tout le monde disait qu'il allait couler incessamment sous peu. Ils avaient une gamme de véhicules vieillissantes, hormis la 75 qui était assez récente, mais les autres modèles étaient très vieillissants. Ils avaient besoin de les renouveler. Ils n'avaient pas d'argent. Et on peut se dire honnêtement, pourquoi mettre des sous dans le développement d'un véhicule de niche comme cela, plutôt que de le mettre dans le renouvellement des voitures de volume dont ils avaient besoin pour survivre. Et l'histoire a montré qu'effectivement, ils ont coulé à peine 1 an et demi après avoir commercialisé cette version V8. Donc il y en a eu très très peu de fabriqués, très exactement 883, toutes carrosseries confondues, berline et break, dont à peu près 140 breaks uniquement. Et en conduite à gauche, sur les 883 en question, il y en a à peu près 150. Donc vraiment très peu. Et en France, à l'époque où elle était commercialisée, donc à partir de l'automne 2004, il s'est importé en France 7 berlines et un seul break. Voilà. Donc tu es propriétaire du seul break V8 Alors oui et non, parce que le break importé à l'époque n'est pas celui-là. Le break importé en France à l'époque par Rover France, je sais où il est, je connais son propriétaire, il est de couleur rouge. Celle-ci est vraiment très particulière. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle de l'histoire de mon exemplaire maintenant. Mais c'est un proto, tu m'as dit. Ouais, en fait, la mienne est un prototype. Elle a, pour les connaisseurs qui se diraient, mais c'est bizarre, elle ne ressemblait pas à ça, celle qu'on avait en France. En France, elle a été commercialisée dans sa version restylée uniquement, c'est-à-dire après celle-ci. Celle-ci, c'est la version d'origine. Et mi-2004, elle a été restylée, et donc la France n'a connu que la version restylée, c'est-à-dire pas celle-ci. Les pare-chocs sont un peu différents, etc. Et celle-ci est un prototype qui a été enregistré au nom du constructeur en Angleterre. Et c'est un véhicule qui a servi de développement pour l'implantation de la boîte automatique, sachant que normalement elles sont toutes à boîte manuelle uniquement. Et la boîte automatique en fait a été commercialisée sous le nom de Rover 75 V8. Donc il y a eu la version MG d'abord à boîte manuelle et ensuite la version à boîte auto. Ah, parce que le V8 a été disponible sur Rover, enfin c'était d'accord. C'était la même voiture, le même bloc Mustang, etc. Ouais. Mais simplement ils ont d'abord commercialisé la version MG à boîte manuelle et ensuite la version à boîte automatique. Donc Rover 75 V8, plus luxueuse, etc. On peut dire que tu es président du club MG Rover. Alors, je suis président du club Rover France. Rover, du Rover Club de France. Ceci explique cela. Je suis également membre du club MG. Donc voilà, l'histoire des marques, on va dire, je m'y intéresse particulièrement. Une petite anecdote que peu de gens savent, c'est que le break a été dessiné en même temps que la berline, même si le break a été commercialisé un petit peu plus tard. Et Ian McCallum, qui était le designer ensuite chez Jaguar, qui a notamment dessiné la X-Type et la X-Type Break, a été impliqué dans le projet de break autour de la Rover 75. Et comment c'est possible puisqu'il était chez Jaguar? Il était consultant à l'époque dans un studio de design et c'est comme ça qu'il a été impliqué. D'ailleurs, viens te mettre un peu à bord, on va aller faire notre petit tour. Oui. Mais pour certains
profane, il y a beaucoup de confusion entre Oui. le X-Type Break, parce que c'est très dans l'esprit Jaguar. C'est- Enfin, oui. je parle pas de la V8, mais tu vois, il y a un côté, viens te mettre, je vais me mettre à côté de toi, mais qu'on voit cet intérieur quand même qui est magnifique. Il y a quand même... Et regarde Julien, moi je m'en souviens, c'était une des premières à avoir un écran. T'as la clé là qu'on monte. Oui, bah, il y a même le GPS sur ce toujours modèle-là. actif. Et on avait marqué V8 là. Hein. Il y avait un badge V8, Hein, absolument. c'est pas n'importe qui quand même. Hein, quand C'est t'as- ça, c'est un petit signe distinctif, on va dire. Voilà. Attends, j'adore, t'as quand même. Attends, peut-être que je ferme les portières, mais t'avais un écran central, un Ouais, ordinateur ordinateur de bord. Ouais. Alors l'ordinateur de bord est très modeste là-dessus parce qu'il n'ose même pas nous donner la consommation. Julien, Et c'est vrai que... Pas une voiture pour moi, elle est Voilà, c'est ça. elle consomme. Bah, elle consomme, on a un V8 américain, donc forcément un petit peu. Disons qu'en ayant le pied léger, on descend très difficilement en dessous de 12 litres au 100. Et dès qu'on appuie un petit peu, et c'est quand même l'objectif objectivement avec ce genre de bagnole, bah, ça monte très vite, quoi. C'est sûr. Mais bon, quand on achète ce genre de véhicule, on ne le fait pas pour économiser du carburant, faut être honnête. À l'époque, c'était très bien équipé, un clim électronique, Absolument, justement. GPS, Ouais. même système de télévision avec ce système-là, tout ça d'usine. Alors, c'est de l'électronique BMW, hein, Ouais. on retrouve les mêmes systèmes dans les BMW de l'époque. Voilà. D'accord. C'est vachement bien. Hein. Tu connaissais Julien? Ouais, un peu avec Franck de Movie Car Central qui en avait acheté. Il en a acheté Ouais. une récemment, ouais, absolument. Ouais. Mais le compteur en bleu, ça paraît bête, hein. Je trouve ça tellement stylé. C'est stylé. On Hein. dirait des espèces de néons, je sais pas, tu vois. Ah, t'as mis des LED aussi en haut d'ailleurs. Oui, j'ai remplacé les ampoules par des LED blanches. Ouais. Oui, Mais- non, là, tu n'en as pas. Parce Non, mais qu'il- je suis désolé, on est dans les petites observations, mais le porte-gobelet, le porte-gobelet, finition bois, la qui se cinétique, déploie, la cinétique, la enfin, cinétique du porte-gobelet, c'est juste énorme. C'est vraiment Avec siège chauffant au-dessus. absolument. Ah, ouais. non, il n'y a pas 3 niveaux quand même. Non, Et non. ça, c'était pas. Voilà, il y avait l'allume-cigare. L'allume-cigare, ouais. absolument. Franchement, Et alors, ils en ont pas mis côté conducteur parce qu'ils partaient du principe que ça devait gêner quand même le conducteur d'avoir de quelque boire sa chose. bière. Voilà, faut pas trop exagérer quand On même. va faire un petit tour, on va plugger Ouais. une caméra, on va juste faire un tour du pâté de maison. Je remercie d'ailleurs, j'en profite, le CNVA qui nous accueille toujours. Hein, le CNVA qui est le Conservatoire national des véhicules anciens qui forme des étudiants au métier de l'automobile, carrosserie, mécanique. Et on va aller faire notre petit tour. Question simple, le fait que ça Oui. soit un moteur américain d'un V8 Mustang, ça simplifie l'entretien quand tu veux essayer de la faire réparer ou ça complique? Non, potentiellement ça simplifie quand même parce que c'est un moteur assez répandu. Il y a quand même pas mal de spécialistes en France de ce genre de moteur-là ou aux États-Unis si on veut acheter les pièces directes là-bas. Mais Donc, ça veut dire qu'entretenir ça, c'est facile? bah, au niveau moteur, ça posera pas de difficulté. Après, pour tout ce qui est éléments spécifiques à cette voiture, ça peut être quand même plus compliqué. Les amortisseurs, les ressorts sont spécifiques. Les disques de frein à l'arrière sont d'un diamètre vraiment complètement inhabituel. Et alors heureusement, tout ce genre de pièces existe encore, notamment par les clubs en Angleterre. Il y a un club dédié à ce modèle-là en particulier. Mais ça peut être assez cher, faut être honnête. J'ai une autre question. Mhm. Tu m'as dit tout à l'heure en off, entre les premières Rover 75 Oui. qui étaient fabriquées par BMW et les toutes dernières, la qualité a énormément baissé. Ouais, Est-ce là- que tu as les deux? Ouais, j'ai les deux, donc de fait, quand je compare l'une à l'autre, c'est assez cruel, on va dire. Mais encore. Bah encore, le fait que là, on est sur du tableau de bord plastique, imitation bois, et bon, tu l'entends. Mm. tu Alors que vois, les premières, ça c'est du grince. vrai bois. Les premières 75, c'est du vrai bois, et le rendu est bien évidemment meilleur, mais la qualité globale de présentation des assemblages est quand même très supérieure sur les premières 75. Ils avaient été obligés dans ces années-là, une fois que BMW était parti, de mettre en place un programme de réduction des coûts. Alors ils supprimaient des choses, ils changeaient de fournisseur pour certaines choses, etc. Et on le voit objectivement quand on compare Parce que tu as les les deux deux. voitures. Voilà, mes deux voitures ont 5 ans d'écart de fait, et la qualité est bien meilleure sur la première, c'est indéniable. C'est fou ça. Hein? Ouais. Autre question, parce qu'il peut quand même y avoir confusion. Mhm. D'abord aujourd'hui, ça vaut combien une voiture comme ça? Et le budget d'une Rover 75, pour le coup,
première série, ça vaut Ouais. combien? Parce qu'on n'en reçoit pas souvent. Il y a quelques jeunes petits observateurs, je les salue, qui avaient proposé de nous présenter leur voiture. Mais voilà, Ouais. c'est quoi les fourchettes? Alors la V8, que ce soit version MG ou Rover, la cote européenne, on va dire, tourne entre 17, 18, 20 000 euros à peu D'accord. près. C'est beaucoup déjà. Pour ouais. un exemplaire en... Ouais. Bah, c'est la rareté quelque part Ouais. qui l'explique, hein, puisqu'il y a eu très très peu d'exemplaires. En Angleterre, la cote est moins importante parce qu'il y en a plus. En Angleterre, un bel exemplaire vaut environ 8000 livres. Donc c'est quand D'accord. même moins cher en conduite à droite. La Rover 75, elle, c'est beaucoup moins que ça. La très grande majorité des Rover 75 vendus en France étaient des diesels. De fait, ça n'intéresse pas grand monde dans le monde du collectionneur en tout cas. Et les V6 essence, un très bel exemplaire, peut valoir entre 5 et 6 000 euros, mais guère plus. D'accord. Pour finir, puisque tu es le président du Rover Club, Mhm. il y a eu d'autres marques. Comment tu décrirais, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Rover, pour lui donner l'envie d'aller essayer des Rovers d'occasion, parce que tu t'occupes aussi des voitures plus anciennes, hein, les P5, Ouais. les P6. Mais en Absolument. quelques mots, comment tu les ferais venir? Je dirais que celui qui recherche un style voilà, de voiture un peu luxueuse quand même, mêlant cuir et bois, parce que Rover a toujours fait ça, y compris sur les modèles, on va dire, plus modestes dans sa gamme. C'était mélange de cuir, de bois. Celui qui rechercherait ce style-là, d'habitacle, de salon anglais, quelque part. Et puis, il y a des prix honnêtement très raisonnables, parce que les cotes des Rover sur le marché sont loin d'être élevés. Tu m'étonnes. Ouais. Voilà, et je pense que le fait que ce soit une marque disparue peut en rebuter certains. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. La plupart des pièces peuvent encore se trouver relativement facilement, même si c'est vrai qu'il y a de moins en moins de garages en France qui veulent s'occuper de ces modèles-là. Les clubs comme le mien, on sait par définition orienter les propriétaires vers telle ou telle source de pièces ou de garage. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ce genre de détails, je dirais. Vas-y. Mais là, on est resté très sobre. Ça avait Ouais. des prétentions sportives, ça peut avancer, enfin, ou c'est Alors, juste ça accélère fort, mais Honnêtement, comme toutes les voitures avec ce genre de moteur-là, c'est surtout une conduite sur le couple pour faire du départ arrêté et de la ligne droite, mais c'est pas vraiment sportif. La caisse est lourde quand même, elle fait pas loin d'une tonne 8. ah ouais. Donc elle n'a pas forcément une très bonne dynamique, on va dire, sur circuit. Je l'ai amené une fois pour m'amuser, je ne le referai pas. C'est pas fait pour ça. Mais pour celui qui veut juste le fun d'un gros moteur qui fait quand même un bruit assez génial, par contre là c'est imparable. Merci beaucoup, Nicolas. On l'a Je fait t'en prie, Renaud. au débeauté. Je trouve cette voiture très touchante. Voilà, très particulière, elle cache bien son jeu. Donc, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit moderne, qu'elle soit électrique, populaire, luxueuse, on aime tout ce qui roule sur POA, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, quelques photos, quelques lignes de présentation de la voiture. Soyez patient, on a beaucoup d'avance, mais si la voiture retient notre attention, on vous appellera et puis vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. Il faut avoir conscience que c'est souvent en semaine, donc il faut se déplacer dans la région parisienne un matin ou une après-midi. Voilà, à bientôt, merci. Ciao.